Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bienvenue sur ce rendez-vous consacré au décryptage des actualités politiques de la semaine. Chers amis internautes, pour l'exercice du jour, je serai en compagnie de Moïse Dosoumou, qui est chroniqueur politique. Il sera face à Antoine Adoukonou, analyste politique. Avec eux, nous essaierons de décrypter la visite du président de la République du Niger au Bénin au cours de la conférence de presse conjointement animée par les deux chefs d'État. Le président Patrice Talon a eu à tenir certains propos que nous allons analyser au cours de cette émission. Nous parlerons également de la présence des démocrates au sein des commissions permanentes de l'Assemblée nationale suite au verdict de la Cour constitutionnelle. Nous parlerons également de Claudine Afiavi-Prudencio qui a été remplacée à la tête de l'Institut national de la femme. Et en fin d'émission, nous parlerons de la lutte contre la cybercriminalité qui est davantage accentuée depuis quelques semaines. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette pub de l'ESAE qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Moïse Dosoumou. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être à nos côtés ce matin. Bonjour également à Antoine Adoukonou. Bonjour. Merci d'être là. Antoine Adoukonou, je rappelle que vous êtes analyste politique. Alors, Moïse Dosoumou, le président de la République du Niger, était à Cotonou lundi dernier. En tant que journaliste, analyste politique, quelles retombées peut-on noter pour le Bénin, de façon globale? C'est déjà bien qu'on commence par recevoir des chefs d'État chez nous, parce que vous voulez remarquer que depuis 2016, ça n'a pas été vraiment le fort de notre chef d'État. C'est son choix, c'est lui qui dirige la nation, qui adopte la politique qu'il veut, pourvu que les résultats qu'il s'est assignés lui-même, qu'il puisse les atteindre. Donc je remarque que, contrairement à ses prédécesseurs qui avaient l'habitude de recevoir leur père de la sous-région, même d'ailleurs ici, je pense qu'il a commencé par aller s'inscrire dans cette dynamique. On a vu le chef d'État français, le chef d'État nigérien. C'est appréciable parce qu'on ne peut pas vivre en vase clos. Il faut toujours s'ouvrir au monde et recevoir les autres, aller également chez les autres. Tout ça participe de la fraternité, du renforcement des relations entre les pays et les peuples. Entre les pays et les peuples. Le chef de l'État du Niger nous visite, c'est heureux parce que vous voyez, le Niger est très proche du Bénin. Nous sommes des pays frères, des pays voisins. Nos deux populations se fréquentent. Nous avons beaucoup de liens communs avec le Niger, qui est un pays de l'Interland, donc qui n'a pas une façade maritime, et qui passe par le Bénin pour le transport de ces marchandises depuis tant d'années déjà, avec tous les problèmes liés justement à cette coopération-là. Donc c'est bien que les deux chefs d'État se voient, discutent pour faciliter les échanges, parce que le Bénin n'est pas le seul client du Niger en termes, disons, de desserte des marchandises qui proviennent des ports en eau profonde. Il y a d'autres pays qui font la cour au Niger, notamment le Nigeria. Le Togo, le Nigeria. Exactement. Donc, si le Bénin pouvait faire en sorte d'avoir l'exclusivité de cette relation-là, ce serait parfait pour les caisses du Bénin. C'est vrai qu'il y a le transport qui va prendre un coup, d'accord, les routes vont prendre un coup,
Mais en termes de gains, en termes de dividendes, ce serait vraiment énorme pour le pays. Donc c'est bien d'en profiter. Et c'est également rassurant que le chef de l'État du Niger considère le Bénin comme un pays frère et estime que les ressources du Niger profiteront au Bénin. C'est tant mieux. Maintenant, au-delà des déclarations, il faut aller vers le concret pour faciliter les choses de part et d'autre. De part et d'autre. Merci Moïse Dossoumoun pour cette très belle introduction. Antoine Adoukonou, Mohamed Bazoum qui a effectué le déplacement sur Cotonou. Il a séjourné durant 48 heures. Votre opinion sur ce séjour-là? Non, je crois que c'est à saluer puisque aujourd'hui, aucun pays ne peut vivre en autarcie, en vase clos. Donc, toutes les démarches tendant à aller tendre la main à l'autre, ou à se tendre la main, je pense que c'est une bonne chose. Et comme Moïse l'a dit, c'est vrai, la pratique sous le président Talon, ce n'est pas une récurrence. Mais finalement, c'est déjà mieux qu'on commence par quand même voir les premiers pas, faire ces coopérations-là, pour que quand même ce qu'il y a d'essentiel à partager entre ces pays, les populations puissent en jouir. Que la population puisse en jouir. Alors, au cours de ces échanges que le président Patrice Talon a eu avec son homologue du Niger, il nous a fait le compte rendu. Ils ont parlé de la lutte contre le terrorisme. Le projet Pipeline Bénin-Niger également a été également évoqué au cours des échanges. Le président Patrice Talon a rendu compte au public. Est-ce que lors de cette conférence de presse conjointement animée, vous avez noté certaines choses? Oui, plein de choses. Lesquelles ont retenu beaucoup plus votre attention? Je pense qu'on l'a compris maintenant. Enfin, on l'avait déjà compris, mais on le comprend davantage qu'un pays ne peut lutter seul contre le terrorisme, qu'il faut forcément une coopération. À part les stratégies internes, il faut forcément une stratégie au niveau sous-régional, mais régional. Il y a des initiatives, notamment l'initiative d'Accra, qui pour moi jusqu'à présent est encore sur papier. Et je pense que les stratégies nationales... Pourquoi vous estimez qu'elle est encore sur papier? Parce que dans la réalité, nous ne sommes pas encore une véritable coopération au niveau des pays qui font face à ce fléau. Et vous allez constater que c'est souvent des pays voisins. Alors, je pense que c'est plus simple que ces pays mutualisent les moyens. Parce que si chaque État doit débourser de grandes sommes pour acquérir du matériel, former ces éléments et tout, ça va prendre un certain temps. Mais s'ils se mettent ensemble, essaient de mutualiser le peu qu'ils ont, les matériels seraient communs à ce pays-là et ce serait déployé dans toute la zone. Ça va faciliter la tâche aux diverses caisses nationales qui ploient sous le poids du coût exorbitant de ces matériels. Et en même temps, l'efficacité recherchée serait atteinte. Parce que si ces ennemis-là en drift attaquent le Bénin, et si le Bénin réagit, il faut qu'il fuit vers le Togo, vers le Nigeria, que ces pays répliquent en même temps. Je pense que tout ce monde-là serait cerné et qu'on aurait une paix relative et durable. Donc la mutualisation des moyens entre les pays, les stratégies nationales internes, c'est bien. Mais je pense qu'il faut aller vraiment au-delà. Et j'estime que cette visite-là participe de cette stratégie communautaire que nous appelons de tous nos voeux, non pas sur papier, mais dans la réalité, afin que nos forces de défense et de sécurité paient moins le prix de cette guerre-là, parce que si on se met ensemble, on est plus fort, on perd moins d'hommes, on gagne plus de matériel et les résultats sont atteints au bout du compte. Je pense que sur ce terrain, tous nos pays ont intérêt à se mettre ensemble pour atteindre ces objectifs-là. Pour atteindre ces objectifs-là. Donc finalement, c'est quand même une plus-value pour dans la lutte, j'allais dire, contre le terrorisme au Bénin, cette visite. C'est une grande plus-value. Et je crois que la question du terrorisme, c'est une question qui est assez vaste et qui embrasse quand même une région. Et quand on parle de région, ce n'est pas forcément dans une zone d'un pays. Il y a une migration de ces hommes-là d'un pays à un autre. Et quand un pays à côté est menacé, c'est sûr que le pays frontalier même peut sentir déjà son tout venir. Donc à partir de ce moment, c'est normal que on ait des politiques communautaires qui permettent de mutualiser les efforts et de travailler en synergie en termes d'information, en termes de moyens matériels, physiques, humains, qu'on mettra ensemble pour que la lutte soit quand même une lutte de front. Donc c'est pourquoi je pense que c'est une très bonne démarche pour les deux pays de comprendre déjà que cette question ne saurait être
une question traitée par un seul pays. Par un seul pays. Alors, parlons de la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État a eu à faire quelques observations à RFI, Moïse Ousmou, en tant que professeur des médias. Comment trouvez-vous les observations qui ont été faites par le chef de l'État? Je les ai trouvées un peu bizarres. Un peu bizarres parce que je n'ai pas vraiment compris ce que voulait dire le chef de l'État, ni ses intentions, encore moins sa posture. Ça m'a semblé vraiment bizarre. J'ai comme l'impression que le chef d'État voulait jouer un peu sur l'émotion, sur, disons, cette tendance que certains pays africains comptent montrer comme des anti-français, et dont les gens hésitent de plus en plus le drapeau de certains pays et comptent brûler beaucoup plus le drapeau de la France. J'ai l'impression que vous jouez un peu sur cette émotion populaire, sur ce vent qui souffle un peu pour l'Afrique, pour se rapprocher un peu de cette jeunesse-là qui réclame une certaine peut-être indépendance au niveau de la gestion des États, moins de présence oppressante des pays colonisateurs et tout. Ça m'a paru vraiment bizarre parce que n'oubliez pas, il y a quelques mois seulement, le chef de l'État français a été reçu ici en grande pompe. Il n'y a pas si longtemps aussi, le nôtre est là-bas, il a déjeuné, ils se sont dit des choses. Et puis le chef de l'État a fait une sortie sur le plan international il y a à peine quelques jours où il s'est quasiment aligné sur les positions de la France. Donc, ils reviennent aujourd'hui, disons, taguer les médias français, surtout sur une question aussi délicate que celle du terrorisme, alors qu'en même temps, son gouvernement ne communique pas suffisamment sur cet événement. Ça m'a paru bizarre. Si le chef de l'État a des griefs contre les médias étrangers, notamment français, sur sa manière de traiter l'information liée au terrorisme, tel que ça se passe dans notre pays, la meilleure des réactions, à mon avis, aurait été que ces services de communication donnent la bonne information, si tant qu'ils estiment que le média français est en train de travestir les informations. Sur cette question, vous voyez, le porte-parole du gouvernement est quasiment présent sur tous les médias toutes les semaines. Il parle, il sort beaucoup, il parle abondamment. Donc, tous les espaces sont ouverts pour qu'il puisse s'exprimer sur le sujet au nom du gouvernement. Il ne le fait pas. Le gouvernement communique très, très peu sur l'affaire. Donc, les médias qui vont sur le terrain mais qui ont des informations les livrent selon les lignes éditoriales. Et n'oubliez pas que même les journalistes locaux qui tentent de s'aventurer sur le terrain pour voir de près ce qui se passe au nord se retrouvent très souvent à la criette. La plupart qui ont tenté de s'aventurer ont été placés en garde à vue, ont frôlé de près la prison, là fait des interventions pour qu'ils soient libérés. Alors quand l'accès à l'information dans ces conditions est déjà critique, est déjà précaire, et qu'un média en parle, et qu'on estime que le média en parle mal au travers de l'information, la meilleure des réactions aurait été non pas de s'en prendre à ce média, mais de donner les bonnes informations. Je pense qu'en agissant ainsi, on va davantage éclairer l'opinion au lieu de se montrer un peu en porte-à-faux avec ce que dit le média. Avec ce que dit le média. Alors, dites-nous, Antoine Adokono, Patrice Talon, qui profite d'une question sur la sécurité pour dire sa désolation sur les angles de traitement de la chaîne française RFI, notamment par rapport à ces incidents qui ont eu lieu dans le parc d'Ouvé. Est-ce que les mots choisis étaient adéquats? Bon, je crois que je resterai dans le cas général pour dire que la question du terrorisme étant une question très pointue, il ne faudrait pas que dans le traitement de l'information, la presse en rajoute. En fait, c'est sur ce pan que je prends le discours du chef de l'État. C'est une invite quand même aux médias d'accompagner les pouvoirs publics dans cette lutte. Vous savez, la presse, les journalistes, vous constituez quand même une force. En réalité, pour édifier nos amis internautes, la pomme de discorde subsiste au niveau du choix de mots régulier ou sporadique. RFI avait dit que la zone fait objet d'attaques régulières, alors que le chef d'État estime que sporadique aurait été plus adéquat. Oui, bon, ça on profite de cela pas tout à fait exact. Je profite de cela pour apprécier le cas général de traitement des informations. Vous savez déjà que quand on dit régulier, ça n'a pas la même perception du phénomène, ça n'a pas la même connotation du phénomène que si on dit que c'est de façon sporadique. Parce que quand on dit que c'est régulier, ça veut dire que en réalité, c'est intempestif, ça se fait, et on n'a pas aucune politique n'est allée dans ce sens pour freiner le phénomène. Puisque si le phénomène est régulier, ça veut dire que les pouvoirs publics sont interpellés.
Si tel que je comprends le mot régulier, hein, ça veut dire que ça se fait et tout le temps ça arrive. Il faut de temps en temps saluer les efforts qui sont fournis. Voilà, en disant que, bon, de façon sporadique, et malgré les efforts du gouvernement, ces gens de l'ombre, ils finissent par apparaître par moments. De toute façon, on ne va pas trop polémiquer sur... Non, c'est une question de perception. C'est une question de cela. perception. Il n'appartient pas, disons, au public de donner des leçons à un média. Et un média, ce sont des professionnels qui travaillent avec des règles. Des attaques peuvent être mensuelles et on va estimer que c'est régulier. Des attaques peuvent être annuelles sur plusieurs années, on peut estimer que c'est régulier. Des attaques peuvent se dérouler par semaine sur plusieurs mois, on peut estimer que c'est régulier. Comme ça peut être une seule fois par an sur plusieurs années, on peut estimer que c'est régulier. Comme ça peut venir une seule fois en une année, on peut estimer que c'est sporadique. C'est selon. C'est selon. Les terminologies, on ne peut pas les cantonner pour dire que c'est sa perception qui est la meilleure et dire que la perception de l'autre est mauvaise. Il faut beaucoup plus communiquer à son niveau pour donner l'information au lieu de s'en prendre aux autres qui essaient tant bien que mal de trouver l'information et de la donner. Je sais aussi que le traitement de l'information, les journalistes, tout le monde n'a pas le même professionnalisme. Les lignes éditoriales, on les connaît. On sait que parfois le politique peut passer par là. Tout ça là, c'est connu. Et vous savez, une chaîne comme RFI, il faut voir son audience. Même si entre-temps, on communiquait suffisamment, comme M. Moïse Dossou le dit, à l'intérieur, à travers le porte-parole du gouvernement, je pense qu'une seule information de RFI peut donner lieu à des doutes, surtout qu'à l'international, RFI est beaucoup plus écouté, par exemple, que OATB, que les chaînes nationales béninoises. Il faut travailler davantage que les chaînes nationales. Pourquoi il faut que, non, au-delà de ce que les chaînes nationales travaillent, il faudrait que la presse internationale puisse savoir que la portée de son message est très forte pour que s'il s'agit de parler d'un pays, qu'il puisse quand même rester dans le cadre aussi acceptable. On va pas s'attarder sur la question. Non, quand on parle de professionnalisme, qu'on dit que le traitement des médias, en tant que journaliste, moi je suis offusqué quand on me dit ça. Qu'on dit que les gens traitent mal l'information, non, c'est un métier. Ce n'est pas un pis-aller, ce n'est pas... C'est un métier, mais si on va à une école pour ça, ça veut dire qu'il y a une manière de travailler. Tout le monde ne peut pas être journaliste. Médias professionnels. Nous parlons de... Non, il faut tout le monde ne peut pas être journaliste. Dans le cadre. Les colonnes, bien les antennes du RFI ne sont pas fermées au gouvernement. La preuve, notre chef d'État, il va souvent pour faire des interviews. Sa dernière sortie médiatique, là, a été sur le plan international, sur un média international. Donc, les antennes, mais les colonnes des médias internationaux, que large audience, comme on l'estime, ne sont pas fermées aux officiels béninois. Donc, s'ils estiment que ces médias-là disent des choses qui ne sont pas vraies, ils ont la latitude de s'y rendre et ils le font souvent pour donner l'information. Donc, on ne peut pas supposer être à sa place et estimer qu'un média qui a traité l'information ne l'a pas suffisamment bien fait. Merci. Je pense que c'est dans ces choses-là. Il faut éviter qu'on prenne notre métier comme n'importe quoi pour n'importe qui puisse venir pour donner des leçons. Ça, il faut dire non, c'est un métier à part. Je comprends, M. Il faut respecter ce métier-là. M. Dossou, en tant que journaliste, est en train de protéger sa profession. Sa profession parce qu'il estime que, si je le comprends, c'est-à-dire que même si l'erreur est là, il faut parler d'erreur. N'est pas oui. Il faut arrêter avec ça. C'est un métier. C'est pas un mouvement, c'est pas un métier. Oui, c'est de presse conjointe. C'est un métier. Les deux chefs d'État. Un métier sans reproche. C'est un métier comme tous les autres. Et il faut le respecter, ce métier. A affirmé qu'il ne compte pas, si je dois le reformuler ainsi, qu'il ne compte pas effectuer un remaniement ministériel de sitôt. Depuis 2016, la plupart de ces ministres-là sont en place. Quel gain sur le plan politique d'un tel choix? Bon, si vous parlez de gain sur le plan politique, bon, je pense que d'abord, je dois dire que du point de vue de ses prérogatives, rien ne l'oblige à remanier un gouvernement, à changer des ministres, etc. Il le fait quand il le juge nécessaire. Ça, c'est au plan constitutionnel ce qui est dit.
Cependant, au plan politique, il peut avoir des obligations. C'est vrai, au plan technique, il peut estimer aussi que oui, il n'a pas grand-chose à reprocher au ministre, puisqu'il trouve que, bon, c'est des collaborateurs qui sont dans sa dynamique, qui travaillent bien, donc il n'a pas besoin de les changer. Mais quand on va sur le plan politique, je pense que ça peut poser problème. Ça peut poser problème parce que j'estime pour ma part que un gouvernement n'est pas que technique, c'est aussi politique. Et la redistribution du dividende politique est un facteur de cohésion également de groupe. Hein. Et si aujourd'hui les gens font des remue-ménages, si nous devons être sincères entre nous, c'est que les gens estiment peut-être que, bon, on a fait le combat ensemble et au moment du partage du butin, un groupe s'en est accaparé pour 7 ans et probablement pour 10 ans. Et quand c'est comme ça, les hommes politiques, ils ne sont pas contents, même s'ils n'ont pas le courage de le dire publiquement, peut-être créant des représailles politiques. Dans leur fort intérieur, ils critiquent. Et entre nous, membres de la majorité présidentielle, quand on se voit, on en critique fortement. Puisque, vous attestez, vous approuvez? Oui, puisque non, rien n'est caché là, même si nous ne le disons pas, le chef de l'État est conscient que c'est bon. Vous allez, à la fin de son discours, il a dit, bon, dommage pour ceux qui attendent. Ça veut dire qu'il est conscient que d'autres attendent leur tour. Et c'est l'ordre normal des choses. Hein. On conquiert le pouvoir ensemble et on le gère ensemble. Maintenant, si on conquiert le pouvoir ensemble et que c'est un groupe qui va le gérer sur 10 ans, c'est normal que les gens critiquent. C'est normal que ça critique. Ça dit que je ne suis pas dans la posture de dire que ceux qui critiquent là, ils ont tort. C'est naturel. Vous êtes du côté de ceux qui critiquent là? Oui, bon, moi-même, je critique. Et, vous n'êtes pas d'accord? Non, quand on dit qu'on n'est pas d'accord, il faut comprendre ce que je vous dis. On conquiert. Quand on veut conquérir le pouvoir, on appelle tout le monde. Oui, mais on conquiert, on va à la conquête du pouvoir pour l'exercer. Pour l'exercer, ouais, non. Donc, si pendant l'exercice, les gens estiment que ça dit que c'est naturel. Le fait de voir une seule personne sur 10 ans, même si la personne fait bien, l'humain n'est pas d'accord. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Merci. Antoine Anokono, Moïse Ousmou, sur la même question. Non, moi, je ne vais pas aller sur le côté politique parce que j'estime que ça, c'est les problèmes entre eux là-bas. Ils ont choisi de le soutenir, qu'ils le gèrent entre eux. S'il y en a qui sont frustrés ou contents, ça les regarde. Moi, ça, ce n'est pas mon souci. Moi, je vois plutôt ça sous un autre angle. L'angle, c'est quoi? C'est qu'il est prouvé hein, que quand une seule personne est en poste pendant longtemps, il perd en efficacité et il tombe dans la routine. Garder un ministre pendant 5 ans d'affilée, 7 ans, 8 ans, 10 ans d'affilée, on n'est pas évident que le punch de départ, que les innovations, que l'envie de travailler, la volonté du départ soit constante jusqu'à la fin. Ce n'est pas très évident. On tombe très rapidement dans l'oubli, dans la monotonie et donc dans la contre-performance. Certes, le chef de l'État a la latitude de choisir les mêmes personnes, de les garder aussi longtemps qu'il le veut, tant qu'il est au pouvoir. Il n'y a pas de reproche à ce niveau-là. Mais je pense qu'il gagnerait plutôt, à défaut de faire de nouvelles entrées, à peut-être faire des rotations au niveau de l'équipe gouvernementale. Ce serait de nouveaux challenges, de nouveaux défis que les gens seraient appelés à relever. Au lieu de garder les mêmes personnes au même poste pendant longtemps, on tombe forcément dans la monotonie et à terme, on peut passer facilement à côté des résultats qu'on veut atteindre. L'autre chose dans cette affaire-là, à la place du chef de l'État, même si j'estime que je n'ai plus aucun remaniement à faire jusqu'à la fin de mon mandat, je n'ai pas à le dire officiellement, plus encore devant des ministres. Je peux répondre que oui, que je n'ai pas prévu faire un remaniement après législatif et que si j'en ressens le besoin, je le ferai. Au lieu de conforter d'office ceux qui sont en place jusqu'à la fin du mandat. Ceux-là peuvent se sentir en même temps en confiance. Ils peuvent être endormis et puis ne rien faire, bien tourner en rond jusqu'en 2026. Ça va porter également en torse à l'efficacité de l'action gouvernementale. Alors que s'ils sont conscients qu'à tout moment, le couperet d'un remaniement peut s'abattre sur eux, ça va les obliger à être plus performants. Donc pour moi, l'erreur a été de rassurer les ministres à 3 ans de la fin du mandat que plus rien ne se passera.
Pour moi, c'est une grosse erreur. Être ministre, c'est sur une le plan fonction... politique. Être ministre, pour moi, c'est une fonction instable. Ce n'est pas une fonction permanente. Donc, on doit pouvoir sentir la pression qu'à tout moment, on peut être dégommé. Mais quand on est dans une certaine quiétude, dans une certaine confiance, sur une durée relativement longue, très rapidement, on peut tomber dans autre chose qui n'est pas de l'efficacité. Comme je l'ai dit tantôt à l'entame, sur le plan politique, moi, ça, je ne m'aventure pas sur ça. Ceux qui soutiennent le chef de l'État savent pourquoi ils le soutiennent. S'ils ont des dividendes ou pas, ça c'est entre eux, ça les regarde. Moi, ce n'est pas ma préoccupation. C'est pas votre préoccupation. Non, Oui, Antoine Andoukoulou. non, je sais que M. Moïse, il n'est pas politique, entre griffes. Donc, ça ne le regarde pas effectivement. Moi, en tant que politique, ce que je dis n'obligera jamais le chef de l'État à remanier. Mais nous sommes en train de faire des analyses pour dire, mais qu'est-ce qui peut pousser les gens? Parce que voilà quelqu'un qui dit, je ne veux pas changer mes ministres. On ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. Et vous savez qu'il y a eu des tollés, et surtout dans le rang de la mouvance présidentielle. Et parmi ceux qui attendent, comme le chef de l'État le dit. Donc, quelqu'un qui attend que peut-être son tour va venir et que subitement on lui dit de ne rien espérer, c'est normal que sa réaction soit ce que nous entendons. C'est ce que je dis. Je ne dis pas nécessairement qu'il faut que le chef de l'État remanie, non, mais je ne suis pas en train de défendre pour défendre, mais je dis ceux qui ont travaillé. Il faut les récompenser. Il faut les récompenser dans la mesure du possible. Et que si un temps quelqu'un n'est pas récompensé et qu'il... Alors que tout le monde ne peut pas être récompensé. Non, ça c'est évident. On ne peut pas récompenser tout le monde. Et on est là aussi pour travailler. Il ne faut pas récompenser pour récompenser. Mais je dirais aussi que c'est une première qu'on assiste à un gouvernement depuis le renouveau démocratique où les ministres font 10 ans, ou bien 7 ans, 8 ans. Donc tout ça là, c'est de la nouveauté. On n'y est pas habitué. C'est vrai qu'il y a eu des entrées en temps. Oui, la pratique que nous avons, c'est que après une élection présidentielle ou législative, plus ou moins, on assiste à un réaménagement du gouvernement. Mais je crois que peut-être la réforme du système partisan est passée par là, hein, puisque ça a stabilisé la classe politique. Aujourd'hui, concrètement, si on doit rester purement statistique, le remaniement n'est pas une urgence, puisque il n'y a que BR et UP, pour la plupart des politiques qui sont au gouvernement, et c'est eux qui sont encore à l'Assemblée nationale et qui soutiennent l'action du gouvernement. Donc, si on va remanier aujourd'hui, c'est qu'on sort UP, on ramène UP, on sort BR, on ramène BR. Oui, mais justement, il y a d'autres UP, d'autres BR. Et ça, je dis que ce remaniement, ce qu'il y a à faire, c'est que il faut se souvenir des autres aussi. Il n'y a pas une seule personne dans la République. Il faut se souvenir des autres. Il n'y a pas une seule personne dans la République. C'est ça la question. Sinon, au plan politique, s'il y avait d'autres contraintes politiques, le chef de l'État, même s'il ne veut pas, sera obligé d'aller faire le remaniement. Hein. Il faut se souvenir des autres. Et au plan politique, il n'y a pas d'autres contraintes. Qui sont un poste politique. Il y a une multitude d'autres postes auxquels on peut donner à des partisans. Mais on a constaté également que les directeurs généraux également... Oui, les ministres également ne bougent pas. Il n'y a pas que les directions générales, il n'y a pas que les directions générales aussi ne bougent pas trop. Quand on ne change pas, un ministre qui est là, il y a même mis en place son équipe. On donne à des politiques qui ont le profil technique. Il y a tellement de postes dans l'administration, énormément de postes dans l'administration. Encore qu'aujourd'hui, il y a une floraison d'agences. Donc il y a tellement de canevas dans lesquels on peut insérer des partisans sans forcément les mêmes ministres. Mais encore une fois, franchement, ça, ce n'est pas ma préoccupation. Ils soutiennent le chef de l'État, ils savent pourquoi ils le font, ça, c'est entre eux là-bas. Qu'ils soient désignés, qu'ils soient aimés ou pas. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas. En parler. Très honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Du tout, alors. Du tout. Merci, Moïse Dossou, avec cette façon de dire très amusante et intéressante. Alors, cette semaine, nous avons également ce verdict de la Cour constitutionnelle lié au recours des démocrates par rapport à leur présence au sein des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. D'entrée de jeu, Moïse Dossou, en tant que chroniqueur, quelle est votre analyse de cette décision de la Cour et quelles sont ses implications sur la constitution de ces commissions-là permanentes? Même si les démocrates n'ont pas eu gain de cause sur toute la ligne,
Je pense que la décision de la Cour, c'est quand même la preuve que ce qu'il réclamait au niveau de ces commissions permanentes-là était fondé, était pertinent, contrairement à ce que disaient leurs collègues de la mouvance. Parce qu'on ne peut pas être présent à l'Assemblée. L'Assemblée ne peut pas avoir deux blocs, le bloc de la mouvance, celui de l'opposition, et que ce soit seulement le bloc de la mouvance qui s'arroge de tous les postes des bureaux des commissions permanentes, qui sont un peu le prolongement du bureau de l'Assemblée nationale. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, il y a un organe très important, capital, qu'on appelle la conférence des présidents, qui réunit les membres du bureau de l'Assemblée nationale, les 7 membres élus, et également les présidents de chaque commission permanente et les présidents des groupes parlementaires. Donc si les choses devaient en rester là, l'opposition, aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale n'a que 2 postes dans cette conférence-là, sur près d'une dizaine pour ceux de la mouvance présidentielle. Vous voyez déjà, il y a un gros déséquilibre. On peut dire que le déséquilibre est déjà numérique au départ avec la composition de l'Assemblée. Tout à fait. Mais là, il faut considérer les blocs, 2 blocs. Je ne dis pas de faire les choses à part égale, mais de faire autant que ce peut pour que tous ceux qui se retrouvent à l'Assemblée selon les courants soient représentés au niveau de la conférence des présidents à une majorité plus ou moins acceptable. Là, maintenant, ce qui se passe, la conséquence de cette décision, c'est que les élections seront reprises, non pas pour les présidents, mais pour les autres postes. Mais lorsqu'on suit l'esprit du recours des démocrates, c'était pour avoir tout au moins une présidence. Oui, c'est ce que je dis. C'est pour ça que j'ai dit au départ que même s'ils n'ont pas raison sur toute la ligne, au moins, ils n'auront plus les postes de secrétaire qu'on leur destinait. Ils auront des postes plus importants que ceux de secrétaire. C'est déjà un pas. On ne peut pas tout avoir dans la vie. C'est déjà ça. C'est déjà un pas. Antoine Adokonu, partagez-vous l'avis? Non, pas du tout. Peut-être que Moïse Dessous, je ne sais pas la compréhension qu'il a eue de la décision de la Cour. La Cour n'a jamais dit que les démocrates auront autre poste que le poste de secrétaire. Ce que la Cour a dit est très simple. La Cour a dit la demande des démocrates. D'abord, la demande des démocrates pour spécifier des postes n'est pas régulier. Ça veut dire que ce n'est pas régulier. Maintenant, faire les commissions sans tenir compte des démocrates n'est pas aussi régulier. Donc, il faut refaire les élections en sorte que les démocrates soient représentés dans les commissions. Représentés où? Ce n'est pas le plan de la Cour. Et je crois que ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, peut-être si on le comprend, on saura qu'on n'est pas au bout du tunnel. Parce que les démocrates étant en minorité, les autres majoritaires finiront par les laisser ce qu'ils veulent. Et les démocrates, si les démocrates avaient pourvu de candidats au poste de secrétaire dans les commissions, on aurait fait les commissions avec les démocrates. C'est parce que le poste de secrétaire que les autres leur ont laissé, certainement qu'ils ont l'information, ou bien ils en sont conscients. Les autres arrivés là, ils ne posent pas de candidats. Maintenant, comment peut-on être présent dans la commission sans poser de candidats? C'est ça ce qui s'est passé en réalité dans la commission. C'est-à-dire on quitte le poste de président, des 2 rapporteurs, etc. Et à chaque poste, les démocrates présentent des candidats. Mais quand on arrive au poste de secrétaire, ils ne présentent pas de candidats. Parce qu'ils savent que certainement c'est ce poste qu'on veut les laisser. Et pour créer l'impasse, arrivé là, ils ne présentent pas de candidats. D'où leur absence dans le bureau. Sinon, ce n'est pas la volonté de la mouvance présidentielle de s'arroger tous les membres. Et puisqu'ils savent que c'est contraire à la Constitution. C'est contraire à l'article 15B du règlement intérieur. Ils ne peuvent pas le faire. Mais c'est le fait que les démocrates n'ont pas présenté de candidats au poste de secrétaire. Et eux autres, ils savent que si eux-mêmes ils laissent et ils ne font pas les élections, les commissions ne seront pas constituées et il y aura un blocage à l'Assemblée nationale. Vous voyez? Donc ils étaient obligés, la mouvance présidentielle était obligée
à son corps défendant, donc de reprendre le pouvoir à tous les postes, bon, quitte à ce qu'on saisisse la Cour et que la Cour les situe. Maintenant, la Cour les a situés. Donc ce que la Cour a dit n'empêche pas qu'on revive le même problème. On dit de reprendre les élections, c'est tout. Et si on reprend les élections et que les démocrates ont le même comportement, la mouvement présidentiel a le même comportement, qu'est-ce qui va se passer alors? C'est pourquoi je dis, la Cour devait aller au-delà. Mais je comprends les sages. Ils donnent une deuxième chance, peut-être, aux démocrates, ou bien aux uns et aux autres. Mais quand c'est le même phénomène qu'on va encore assister, et qu'il y aura blocage, la Cour, de par ses prérogatives de régulation des institutions de l'État, va statuer. Puisque l'article 15B-B doit être bien lu, et la Cour, dans sa décision, a été très pédagogique, très, très, très professionnelle, et a expliqué. Cet article renvoie beaucoup plus à la Constitution du bureau de l'Assemblée nationale. Puisque cet article parle de président, de deux premiers vice-présidents, etc. Donc ces postes ne sont pas dans la commission. Donc l'article là, en réalité, c'est pour le bureau de l'Assemblée nationale. Maintenant, on dit il faut s'efforcer autant que possible. Autant que possible, là veut dire que quand on ne pourra plus rien, on peut faire les choses sans tenir compte de la configuration. Merci pour votre opinion, Antoine Adokounou. J'ai des précisions à apporter parce qu'il me fait dire des choses que je n'ai pas dites. Et je pense que s'il avait suivi les débats à la Cour, il n'aurait pas dit ce qu'il a dit là. Qu'est-ce qui s'est passé à la Cour? Quand le président de la Sénat a demandé aux démocrates pourquoi ils n'étaient pas dans les bureaux, ils ont dit que lors des négociations, parce qu'avant les votes, il y a des négociations, ça se passe dans les coulisses, qu'il n'y avait que les postes de secrétaire qui leur étaient réservés et qui n'étaient pas d'accord. Et qui voulaient au moins un poste de président de commission et des postes de rapporteur. Voilà. Ce que les autres n'étaient pas prêts à leur concéder. Voilà. Si ce n'était que des postes de secrétaire. Et ils ont dit non, ils ne veulent pas faire de la figuration, qu'ils n'en veulent pas. Et c'est comme ça qu'ils ont boycotté l'élection des membres des bureaux des commissions permanentes. En sachant qu'au niveau de la Cour, ils auraient gain de cause. Et c'est ce qui s'est passé. Et en reprenant les élections maintenant, le même scénario ne peut jamais se reproduire. Parce qu'il y a la décision de la Cour qui lie ceux de la moitié présidentielle et qui les oblige à leur conseiller des postes plus importants que ceux de secrétaire. C'est pas vrai. Désormais, dans quelle décision? Désormais, ils n'auront plus. C'est pas vrai. Ils n'auront plus que des postes de secrétaire. Ils auront bien plus que ça parce qu'au grand jamais, le même scénario ne peut se reproduire. Je vous ai dit que le même scénario va. Si je serais à la place des députés de la mouvance, je vais reprendre le même scénario. Vous n'êtes pas à leur place, heureusement. Non, puisque parce que quand on lit la décision non, elle ne condamne pas les démocrates. Je le laisse aller. Moi, j'ai assisté au débat et j'ai lu la décision. Quand ce sera repris, vous allez constater qu'ils n'auront pas que les postes de secrétaire. Ils auront bien plus important que ça. Merci. Ici, nous allons constater. Merci Moïse. Antoine, non, je crois que... Selon vous, je crois que chacun donne son opinion. M. Dessous est en train de souhaiter. Ce n'est pas un souhait, c'est la réalité. Puisque dans la décision, ce qui est dit, on a dit, on reprend les élections. C'est ce qu'on a dit. Vous allez voir ce que ça va On n'a pas dit, reprenez les élections et ne pas donner rien que secrétaire là. On n'a pas dit ça, on a dit reprendre les élections. Et je vous donne rendez-vous quand ce sera repris. Non, vous allez constater que c'est il faut pas que... On a encore deux petits sujets à aborder. On prend la décision. Dans la décision, M. Moïse ne peut pas me dire que ce qu'il dit là est écrit. Et je vous dis, je vous donne rendez-vous quand ce sera refait. Vous allez constater qu'on ne donnera pas que des postes de secrétaire aux démocrates qui auront des postes bien plus importants que ça. Ça, c'est l'esprit de la décision et vous allez comprendre. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Moïse, on parle de l'esprit de la décision. Laisse-moi. On ne peut pas avoir deux blocs à l'Assemblée et ne donner que des postes de secrétaire à un bloc et s'arroger tout le reste. Donc, ce n'est pas possible. Non. Ça ne se fait pas comme ça. Monsieur Kader, je vous dis que la décision a dit de reprendre les élections. Vous l'avez dit à l'instant. Quand ce sera repris, ce ne sera plus le même scénario. Il n'y a rien à faire. Ce ne sera plus le même scénario. Reprend, je dis, la décision a dit de reprendre les élections. Oui ou non? Vous l'avez dit. Voilà. Maintenant, si on reprend les élections,
le même scénario ne se reproduira Non, je pas. dis... Vous vous répétez, C'est impossible que le même Moi, scénario se reproduise. non, comment c'est C'est impossible? impossible. Alors, Vous allez alors constater, c'est Antoine, impossible. Comment c'est impossible? Mercredi Politiquement, dernier, c'est mercredi dernier, Si on doit continuer Politiquement, comme c'est ça, impossible. un jour, la minorité risque de demander le président de l'Assemblée nationale. Oh. On dit que parce qu'il est C'est minoritaire... vous qui ne connaissez pas le fonctionnement de la Merci C'est impossible que Antoine le même Adoukonou, fonctionnement merci se produise. C'est impossible. Moïse Dossounou. Je Nous allons le souhaite progresser vivement. dans le débat. Alors, le mercredi dernier, à l'issue du Conseil des ministres qui s'est déroulé, bien évidemment, comme à l'accoutumée, sous la présidence du chef de l'État, on a constaté, on a noté que au titre des nominations, Corinne Affaires-Prudencio, présidente de l'UDBN, a été remplacée à la tête de l'INF. Alors, est-ce que, selon vous, il y a un lien avec ces débats avec le bloc républicain avant les élections passées? Bon, je ne saurais le dire. Bon, je sais que le Conseil des ministres a procédé à la nomination. On n'a pas motivé la nomination, on n'a pas expliqué, on n'a pas dit que c'est pour telle raison qu'on n'a rien dit. Oui, Donc, mais l'analyse politique, n'y voit rien non, aussi. non, moi, je crois que ce que je sais que si il a été remplacé à la tête de cette institution, et le gouvernement doit avoir ses raisons que j'ignore, puisque toutes les autres tentatives, ce serait de dire des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne maîtrise pas. Je ne veux pas spéculer. Je ne veux pas spéculer. Moïse Dossounou, est-ce une conséquence d'une représailles politique ou... C'est deux choses. Soit c'est une sanction politique, soit c'est une sanction liée à la compétence. Sanction politique parce qu'on connaît, on connaît la posture politique déjà de l'ancienne présidente. On connaît un peu ces débats comme vous les évoquez et tout le reste. Mais je suis convaincu qu'en son temps, si son parti avait dissous le mariage avec le bloc républicain, ça n'a pas été une décision personnelle, ni d'elle-même ni du parti. Ça a dû dépasser sa propre personne et la personne du parti. Mais là n'est pas le débat. Donc je disais, soit c'est une sanction politique pour des faits qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, soit c'est une sanction liée à la compétence. Je n'ai pas de compétences pour voir, parce que vous allez voir que l'ancienne architecture n'avait mis une figure politique et une figure technique ensemble au niveau de la tête de l'Institut. Mais avec ce qui vient d'arriver maintenant, on n'a que 2 figures techniques à la tête de l'Institut. C'est-à-dire qu'on a carrément éliminé toute figure politique. On aurait pu faire venir une autre figure politique qui fasse corps avec la figure technique. Mais là maintenant, on a 2 figures techniques. C'est-à-dire qu'on met le cap sur la compétence et rien que ça. On a écarté totalement le politique. Donc pour moi, c'est comme je l'ai dit au départ, soit c'est une sanction politique, soit c'est lié à la compétence. Lié à la compétence. Antoine Adoukonou, vous ne voulez pas véritablement polémiquer là-dessus, mais vous avez quand même parlé de la lutte contre la cybercriminalité qui, depuis quelques semaines, fait couler beaucoup d'encre de salive. Beaucoup de personnes réagissent de part et d'autre sur les réseaux sociaux pour soit encourager l'OCRC dans cette lutte, d'autres appeler le chef de l'État à inviter les uns et les autres à œuvrer pour qu'il y ait une réduction de peine pour ces jeunes. D'autres également justifient cela d'une façon ou d'une autre. Vous, quelle est votre opinion par rapport à cette lutte contre les cybercriminels? Bon, je crois que la cybercriminalité étant une activité illégale, c'est normal que une lutte implacable soit menée contre. Nous devons remercier le gouvernement parce que c'est déjà un grand pas qu'on commence par les traquer. Puisque ce qui est illégal, quand ça court les rues et c'est ça qui devient la norme, c'est ça qui est légal. Et si on doit tolérer cette activité au point où elle va finir par embrasser tous les ménages, on risque demain de ne même pas trouver un journaliste pour nous poser des questions, ou bien vous risquez de ne pas trouver des invités. Puisque si tout le monde doit passer par le gain tout aussi facile que ça, je me demande si les efforts pour étudier, les efforts pour apprendre un métier, pour que finalement nous puissions construire la nation, est-ce qu'à l'épreuve du temps, tout cela ne sera pas remis en cause? Puisque si vous vous retrouvez dans des cas pratiques, et vous allez comprendre bien ce que je dis. Moi, je suis par ailleurs un enseignant de mathématiques et je vis des cas pratiques avec les élèves.
des élèves qui laissent les bancs et qui 2 mois ou 3 mois après reviennent avec des voitures pour attendre les amis qu'ils ont laissés en classe. Ça vous frustre? Ou les amener à la maison. Et peut-être des fois même, ils viennent dans le collège pour saluer le directeur, qui peut-être a une vieille voiture, et une voiture qu'on ne peut pas comparer au leur. Et finalement, vous allez voir que ça a un effet d'entraînement l'année qui suit. Et d'autres qui étaient quand même un peu... Vous copiez l'exemple, le mauvais exemple. Le mauvais exemple. Et finalement, vous constatez que si ce phénomène doit faire long feu, doit rester longtemps sans qu'on le réprime, beaucoup de jeunes ne finiront pas suivre ces mauvais exemples. C'est pourquoi je dis que ce que fait le gouvernement, il faut l'encourager, même si, entre-temps, il faut faire le diagnostic, puisque les causes sont lointaines, d'autres sont immédiates. Il faut faire tout ça là pour savoir prévenir dans le temps. Parce que si on en est arrivé là aujourd'hui, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent cela. La question du gain facile, est-ce que dans le temps n'a pas été finalement ce que les sociétés ont forgé pour montrer le mauvais exemple, que non, on peut, à côté de ce qui est normal, on peut passer outre pour évoluer, et que les générations qui suivent sont en train de voir. Il y a tous ces facteurs-là. Vous savez, il y a des ménages où à peine on arrive à manger par jour. Hein. Et quand c'est à travers ça, là, peut-être, que le ménage a commencé par s'en sortir. Le parent même encourage. Il protège son enfant parce qu'il estime que, bon, avec ça, là, au moins, bon, on s'en sort plus ou moins. Sans comprendre que non seulement lui-même, son enfant, et sur quoi le pays... Ça saute des vies, mais ça en détruit d'autres. Ça en détruit d'autres, voilà. Donc, il faut tout un travail à la base, avec les élus locaux, il faut conscientiser les parents, il faut, parce que réprimer, prendre les gens, etc., c'est dissuasif. Mais si on veut rester dans le long terme, il fallait redevenir vraiment la politique dans ce sens. Moïse Oussoumou, qu'est-ce que pense le chroniqueur de cette lutte? Je pense beaucoup plus que c'est l'expression de la faillite de la société. Si on a autant de jeunes, de très jeunes d'ailleurs, vous avez même pratiquement des enfants qui ont cette facilité-là à aller vers le vice, à cette extrémité, c'est que la société a vraiment failli, c'est que la vertu a vraiment disparu au profit du vice. Et ça, c'est les responsabilités, c'est à tous les niveaux. On ne peut pas seulement dire que c'est l'État. C'est la plus petite cellule de la société qui est la famille a failli. Parce que c'est de là que partent les vices avant de remonter vers la société, vers le sommet. Je pense qu'au-delà de ce que fait le gouvernement, qui est appréciable, qu'il faut saluer, il faut que les familles reprennent également leur rôle dans l'éducation, dans l'encadrement de leurs enfants, même dans l'observation de leurs enfants. Ouais, des pères et mères de famille qui connaissent un peu leur niveau de vie, qui voient le statut social de leur enfant changer du jour au lendemain, qui se posent des questions et qui s'en réjouissent. Là, c'est un drame. Je pense qu'il faut travailler à tous ces niveaux également pour qu'on ne commence pas à enrayer ces méfaits de la société. Et au-delà de la répression, beaucoup plus travailler au niveau de ces jeunes pour que les gens comprennent qu'il n'y a rien de facile, de dur dans la vie. Ou c'est juste pour un temps. C'est comme l'effet de paille. La fumée est belle, le feu est beau, mais très rapidement, ça s'éteint et c'est fini. Donc, il faut vraiment travailler sur cet aspect au niveau des familles, au niveau du gouvernement, au-delà de la répression, pour que ça change. Parce que les victimes, il y en a plein qui meurent, il y en a plein qui tombent en faillite. Des gens qui travaillent toute leur vie à la sueur de leur front, qui ont un petit capital, de plan d'artillerie, et puis du jour au lendemain, tout s'effondre parce qu'ils ont été victimes justement de cette affaire-là. Bien, vous voyez des gens qui ont leur page normale sur Facebook et comme ça, et qui perdent le contrôle parce qu'avant, des individus sont venus par derrière pour leur arracher la page pour s'en servir à des fins de cybercriminalité. Les désastres sont énormes sur les victimes. Mais moi, j'ai fait un être victime encore ce matin. Vous en savez quelque chose. Donc, tout à fait. Il faut travailler sur ces choses-là pour éviter que des gens qui ne veulent rien faire de leur vie, qui tiennent que la facilité, détruisent des vies à leur profit. Il faut travailler. C'est un ensemble. C'est bien la lutte. Mais il faut aller de là parce que c'est un ensemble. Et les familles, on ne le parle pas souvent d'elles. On ne choisit pas de faire un enfant au hasard. Quand faire un enfant, c'est une grande responsabilité. Il faut l'assumer jusqu'au bout.
Et si les familles jouaient bien leur rôle, je pense que la CEI ne serait pas... Parce que quand on voit les nombres, 180 jeunes, 150 par-ci, 200 par-là, c'est énorme, c'est beaucoup. Ça fait froid dans le dos. Des milliers de jeunes. Les familles ont vraiment démissionné. Il faut vraiment qu'à ce niveau-là, qu'un vrai travail soit fait afin que les familles commencent par jouer leur rôle dans la société. Dans la société. Antoine Adoukonou, certains estiment que ces jeunes s'adonnent à la cybercriminalité en raison du taux de chômage. Bon, je crois que on ne peut pas prendre, on ne peut pas expliquer ce fait par le taux de chômage, parce que si on le fait, on risque de donner raison à ces jeunes, parce que la question du chômage est une question macroéconomique et qui touche tous les pays, même si c'est à des degrés divers. Et on souhaite toujours que les politiques publiques que les gouvernements mènent puissent se pencher sur cette question-là, parce que c'est une question qui est essentielle. Comme les gens le disent, le ventre affamé n'a pas d'oreille. Quand les gens n'ont pas d'emploi, ça veut dire que manger, c'est pas facile. Ça fait penser à beaucoup de choses. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dire, qu'il faut justifier ce qui se fait là par le taux de chômage, puisque autant que nous sommes, beaucoup sont encore au chômage, mais ne le font pas. Ça veut dire que on ne peut pas prendre le taux de chômage pour justifier ce qui se passe. Le faire, c'est... Et par rapport aux peines? Non, les peines, je crois que les peines sont prévues. Oui, certains estiment que 5 ans, 10 ans, c'est trop. Non, moi, je ne fais pas ce raisonnement. Nous avons un code pénal qui a prévu des peines pour des infractions bien déterminées. Et souvent, c'est des marges qui sont données. Et je pense que le magistrat, dans l'exercice de sa fonction, est bien supposé être conscient de son travail. Et s'il reste dans les marges et il donne la bonne supérieure à quelqu'un, c'est parce qu'il trouve que le cas de celui-là est sérieux. Vaut cette peine-là d'emprisonnement? Moi, je crois que c'est vrai, nous sommes des humains. Quand des jeunes de 20 ans, 19 ans, 21 ans, 22 ans, au moment où vraiment il faut décoller pour travailler, c'est maintenant qu'il faut aller faire 10 ans à la prison. Ça ne sonne pas bien, mais malheureusement, on est obligé d'y aller pour que ça soit répressif pour les autres. Merci Antoine Adoukonou, Moïse Adosoumou, pour conclure cette émission, j'allais dire. Certaines langues estiment que les jeunes s'adonnent à la cybercriminalité, comme vous êtes tantôt avec Antoine Adoukonou, ils s'adonnent à la cybercriminalité parce que le taux de chômage serait élevé. D'autres également se lèvent au créneau et condamnent les peines d'emprisonnement de ces jeunes. Pour moi, le chômage avancé est un prétexte. Parce qu'il y a des gens qui ont un boulot, qui ont de bons boulots, qui le font, qui sont des cybercriminels. Donc pour moi, c'est une vue de l'esprit. Certes, il y a le chômage, mais je pense que c'est le penchant, la facilité au vice qui amène vers là. Voilà. Il y a des gens qui sont chômeurs, mais qui font de petits boulots par-ci, par-là pour s'en sortir, qui espèrent avoir le meilleur, un beau jouet et puis aller de l'avant. Donc pour moi, ce n'est qu'un prétexte. Par rapport aux peines, il n'y a pas de débat là. Le débat pour moi au niveau des peines, c'est que nos prisons soient humanisées. Parce que quand vous avez des parents là-bas, bien des amis, quand vous y allez, c'est pas, on ne dirait pas que ce sont des hommes qui sont là-bas. Elles sont bondées, elles sont pleines. Donc c'est le côté humain, le côté droit de l'homme en prison. C'est beaucoup plus sur ça qu'il faut travailler à mon niveau. Si on veut donner des peines à des gens qu'on envoie en prison, c'est qu'on s'ensuit qu'en prison, il y va pour être rééduqué. Parce que c'est ça l'objectif de la prison. Il va pour être rééduqué, mais il conserve son humanité. Il ne faudrait pas parquer des gens comme dans une boîte de sardines. Il faut quand même essayer de leur donner des conditions. Même si c'est de grands criminels, ils ont droit au pardon de la société. La preuve, ils vont en prison pour réparer leurs torts vis-à-vis de la société. Donc il faut quand même un minimum d'humanité qu'il faut leur accorder le temps de leur séjour carcéral. Merci à vous, Moïse Dosoumou. Je rappelle que vous êtes chroniqueur, analyste politique. Vous étiez face à Antoine Adoukonou, analyste politique, pour le décryptage des différentes actualités de cette semaine. Merci à vous, chers amis internautes. On se retrouve demain dimanche pour l'invité.